L'arrière-front allemand devant Verdun est un arrière-front particulièrement bien desservi par le réseau ferroviaire. En effet, le nord de la Lorraine se situe sur l'axe ferroviaire principal Valenciennes, Hirson, Mézières, Montmédy, qui permet de ravitailler non seulement le front allemand au nord de la Lorraine, mais surtout le front de l'Ouest. C'est pour ça que von Falkenhayn avait retenu le choix de Verdun pour mener son attaque, une bataille d'artillerie qu'il souhaitait avant tout mener, pour pouvoir amener le plus rapidement possible batteries d'artillerie et soldats pour mener l'attaque devant le front de Verdun. Ainsi, les Allemands vont disposer de 14 lignes de chemin de fer et épis ferroviaires pour pouvoir apporter à partir du mois de décembre 1915 bataillons d'infanterie et nombreuses pièces d'artillerie. Alors, une des premières caractéristiques de l'arrière-front allemand devant Verdun, ça va être l'ensemble des pièces d'artillerie de batteries d'artillerie qui vont être déployées du nord verdunois jusqu'à la Wavre et dont la gueule va être pointée en direction de Verdun. En effet, à partir de la fin décembre 1915 et en janvier 1916, les forêts qu'on va retrouver dans la Wavre, dans le nord verdunois, les fonds des ravins, vont voir s'installer un grand nombre de canons qui sont installés dans ces endroits-là pour ne pas être en vue directe de l'artillerie française. Donc ce type d'aménagement nécessite également un réseau ferroviaire secondaire afin de pouvoir acheminer les munitions. Alors ces pièces d'artillerie allemandes qui sont installées, elles complètent un dispositif d'artillerie qui avait déjà été mis en place, de moindre importance, dès 1915 devant Verdun. En effet, au début de l'année 1915, les Allemands avaient apporté des pièces d'artillerie de marine de 38 cm, une à la ferme Sorel, l'autre au bois de Muzeray, et qui avaient déjà bombardé les forts de Verdun en février 1915. D'ailleurs, la ville de Verdun elle-même avait été bombardée la première fois en juin 1915 par ces pièces à longue portée. En septembre 1915, une dernière pièce d'artillerie de 38 cm avait été apportée dans le bois de Warfeymont. C'est le fameux site du canon de Duzay qui est bien connu des visiteurs. Alors, ces pièces d'artillerie, 1200, entrent en action le 21 février 1916. C'est le début du Trommelfeuer. Donc les pièces d'artillerie constituent un des premiers éléments, avec leurs installations, un des premiers éléments de l'arrière-front allemand. Deuxième élément aussi qui va caractériser l'arrière-front allemand, c'est la multiplication des antennes sanitaires qui vont être créées. En effet, il faut expliquer un peu comment fonctionnait le système d'évacuation des blessés dans l'armée allemande. Il ne faut pas oublier que la bataille a fait 143 000 tués et 190 000 blessés du côté de l'armée de Guillaume II. La prise en charge des blessés est la suivante. Sur le champ de bataille même, les blessés sont amenés dans les postes de secours de compagnie qu'on appelle Sanitätsunterstand, puis passent par des postes de secours, puis des postes de secours principaux, Verbrandplatz et Hauptverbrandplatz. Toutes ces installations se situent sur le front même ou dans l'immédiat arrière-front. Dans ces antennes de soins, on applique sommairement les premiers soins avant que les blessés soient évacués vers les hôpitaux de campagne qu'on appelle les Feldlazarets. Ces Feldlazarets se situent à une dizaine de kilomètres de la ligne de front. Les blessés y sont acheminés soit par voie ferrée, soit par véhicule. Alors, ces hôpitaux de campagne, Feldlazarets, peuvent prendre en charge de 150 à 200 blessés en moyenne, un grand maximum de 400, et ces antennes sanitaires sont dirigées par des médecins-chefs. On y pratique les premières opérations indispensables pour pouvoir sauver des vies humaines, les premières opérations dans l'urgence. On va donc avoir une multiplication de ces Feldlazarets dans l'arrière-front de Verdun. On pourrait citer celui de Driancourt, celui de Civry, celui de Romagne, celui de Ville-de-Vanchaumont, celui d'Amel-sur-l'Étang, vers lesquels vont converger des milliers de blessés. À côté de ces antennes sanitaires, un élément va marquer également l'arrière-front sont les très nombreux cimetières militaires, preuve de la très forte mortalité qui touche les blessés, et au fur et à mesure des semaines, de nouvelles rangées de croix et de Denkmäler, c'est-à-dire de petits monuments commémoratifs, vont pousser à côté de ces antennes sanitaires. Mais l'arrière-front allemand n'est pas uniquement caractérisé par des installations d'artillerie, des installations sanitaires, il est caractérisé également par des installations de cantonnement, de camps de repos pour l'armée allemande. En effet, contrairement à l'armée française, où les unités ne passent qu'un court temps sur le champ de bataille de Verdun, les unités allemandes restent plus longtemps. Et donc, dans la zone des étapes, à l'arrière, les villages sont bondés, mais très vite, ces villages sont insuffisants pour accueillir toutes les troupes allemandes. Donc on va avoir, dans les forêts, notamment autour d'Étain, à l'ouest de Spincourt, à l'ouest de Mangienne, on va avoir une multiplication de ces camps de repos, les camps de baraquement en bois. Dans ces camps de repos, le ravitaillement est assuré par des boulangers de campagne, par des abattoirs, mais en 1916, l'armée allemande commence à souffrir d'importantes pénuries. Un soin particulier est apporté à la décoration, les espaces fleuris, des rambardes entre autres, et on a aussi des installations d'hygiène, comme des postes d'épouillage, comme il existe notamment au Moulin de Rouvre à côté d'Étain. Et on va avoir aussi des installations pour délasser les soldats, pour faire en sorte qu'ils puissent se reposer, se détendre. Ainsi, des piscines, des bassins vont être aménagés également dans les étangs, les cours d'eau. C'est le cas notamment dans la vallée de l'Orne. Alors, malgré toutes ces installations de repos, les soldats étaient quand même hantés parce qu'ils avaient vécu sur le champ de bataille et craignaient évidemment le retour sur le front.
parce que bien qu'ils soient à l'écart du champ de bataille, ils entendaient le roulement continu du Trommelfeuer sur les Hauts-de-Meuse et la nuit, les éclairs zébraient le ciel. Preuve de la crainte suscitée par les combats, les offices du dimanche en plein air étaient pleins, qu'ils soient catholiques ou protestants. Alors, toutes ces installations d'artillerie, de secours, de soins, de repos, nécessitent la mise en place d'une logistique très importante. En effet, l'arrière-front allemand va voir une multiplication des réseaux de voies de 60, avec des gares de campagne dans lesquelles on va décharger le matériel indispensable, les madriers, le béton. Et d'ailleurs, le béton, on va avoir la construction d'usines à béton, justement pour pouvoir fabriquer des blocos pour protéger les soldats de l'arrière-front à cause des tirs à longue portée, pour également mettre à l'abri les munitions. Vont être développées également des scieries parce qu'on a énormément besoin de bois, que ce soit au front ou à l'arrière, notamment pour construire les baraquements et autre chose. On va même avoir des usines d'embouteillage d'eau pour pouvoir favoriser le transport de l'eau. On voit très bien, avec la multiplication de toutes ces infrastructures à l'arrière, que le champ de bataille finalement n'est que la partie immergée de l'iceberg dans cette guerre de siège sans précédent qu'est la Première Guerre mondiale.